En 2006, une rencontre étonnante a eu lieu entre la navette Atlantis et des objets spatiaux inconnus. Durant quelques jours, les astronautes en orbite sont confrontés à des ovnis. À leur retour, l'un d'entre eux s'évanouit 2 fois devant les caméras, en tentant de décrire ce qui s'est passé. On voyait quelque chose, vous savez, comme vous n'avez jamais vu avant. Et quand finalement, j'ai pu atteindre la porte, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de différent aussi. Et je pense que ceci n'aurait pas pu bien se dérouler, sans prendre en compte la préparation que notre équipe a eue. Et inside life. And so I figure I could stand here, standing enough. It's a train, you know. Deux malaises successifs alors qu'elle allait mettre le doigt sur le sujet le plus sensible. Coïncidence? Malaise post-traumatique? Voilà de quoi Stéphanie a essayé de parler. À 11h45, le 9 septembre 2006, la navette Atlantis avait été lancée comme prévu depuis le centre spatial canadien en Floride. Cependant, la NASA avait retardé le programme de retour d'1 jour, à cause d'une rencontre avec un objet le 19 septembre. Un objet qui demeurait dans les hautes couches de l'atmosphère depuis 24 heures, rendait impossible sa trajectoire de retour. Stéphanie a observé un étrange objet tubulaire qui semblait les pieds pendant qu'elle effectuait une manœuvre à l'extérieur de la navette Atlantis. C'est ce mystérieux objet qui retarda le retour des astronautes sur Terre. Beaucoup d'autres phénomènes ont été filmés lors de la mission Atlantis STS-115. There are hugely advanced civilizations, intelligences, life forms out there. I believe they're so advanced that they're even doing interstellar travel. I believe it's possible they came here. I think the public is ready to know if anyone has visited us. 23 juillet 2008, interview d'Edgar Mitchell, le 6e homme à avoir marché sur la Lune, par Nick Margerison, sur la station radio Kerrang. Croyez-vous qu'il y a de la vie sur d'autres planètes? Oui, la question ne se pose plus. Il y a de la vie partout dans l'univers. Vous êtes convaincu que nous ne sommes pas seuls dans l'univers? De sources sûres, je sais que nous ne sommes pas seuls dans le cosmos. Voici des images tournées par des chasseurs d'ovnis amateurs. Ces mêmes objets ont été vus par les astronautes lors de la mission Atlantis, et aujourd'hui, par d'innombrables personnes à travers le monde. Å, fy fader! Jeg filmer det! Jeg har det på tape! Jeg har det her! Å, dæven! Nous sommes tous d'accord, ce que nous venons de voir n'est pas un avion. Il existe une multitude de vidéos d'observation d'ovnis crédibles sur le net. Par exemple, les lumières de Phoenix. There's a third one. Hey, Sue? Si toutes les lumières qui entourent la montagne forment un cercle et que l'on devait mesurer son diamètre, il dépasserait 1,5 km. L'État n'a pas pu filtrer le sujet des lumières de Phoenix, car les habitants ont été trop nombreux à filmer ce phénomène, trop pour censurer. L'armée affirme qu'il ne s'agissait de rien d'autre que de fusées éclairantes qui étaient testées ce soir-là. Regardez la différence entre la photo des lumières de Phoenix et la photo des dites fusées éclairantes. C'est flagrant, mais c'est à vous de voir. Voici d'autres images amateurs authentiques, qui restent inexpliquées jusqu'à aujourd'hui. Ces boules de lumière ont été et sont toujours vues à travers le monde. Avril 2008, Paul Hellyer, ancien ministre de la Défense canadienne, s'exprime et lève le voile sur les ovnis, lors d'une conférence de presse donnée au National Press Club à Washington DC. Il y a des décennies, des visiteurs venus d'autres planètes nous ont mis en garde sur la direction que nous avions prise, et nous ont offert leur aide. Mais au lieu de cela, nous, ou certains d'entre nous,
avons interprété leur visite comme une menace et avons décidé de tirer d'abord et poser des questions ensuite. Le résultat inévitable est que certains de nos avions ont été perdus. Mais savoir combien de ces pertes sont dues aux représailles, et combien sont, en fait, le résultat de notre propre bêtise, est un point de controverse. Wilbur Smith, l'un des premiers Canadiens à avoir pris un intérêt actif dans l'étude des ovnis, a demandé aux visiteurs les raisons de la destruction d'un avion qui volait dans le voisinage d'une soucoupe volante. La réponse a été que si quelques-uns de nos avions ont connu un sort malheureux, qui était la conséquence de l'incroyable stupidité de la part de nos pilotes, ils prenaient des mesures correctives pour éviter nos appareils. Je leur ai demandé ce qu'il s'était passé, et ils ont répondu. Eh bien, les champs qui entourent nos vaisseaux, et assurent ainsi la propulsion en produisant de la gravité différentielle, produit parfois, en raison du différentiel de champ temporel nécessaire au déplacement, des combinaisons de champs qui réduisent la résistance des matériaux, jusqu'au point où ils ne sont plus assez résistants pour supporter les contraintes pour lesquelles ils sont calculés. Comme nous le savons maintenant, certains avions, en particulier de type militaire, étaient construits avec un facteur de résistance relativement faible, et, aux endroits de l'assemblage de la structure, les matériaux n'étaient plus assez résistants pour supporter les contraintes mécaniques induites, et les avions tout simplement se disloquaient. Ceci n'a pas satisfait nos chefs militaires, qui ont dû penser qu'il était plus important d'assurer la supériorité nucléaire américaine, même si en l'utilisant il pouvait en résulter notre propre anéantissement, que d'accepter la suggestion des visiteurs et commencer à éloigner le risque pour la planète d'un holocauste global. Les militaires ont dû être, et sont d'ailleurs toujours tellement paranoïaques, qu'ils estiment qu'il est préférable d'utiliser la technologie des visiteurs pour les contraindre à se retirer, plutôt que de les accueillir en tant que partenaires de développement, bien qu'ils aient pu être aidés par quelques renégats, qui les ont assistés dans ce qu'il est possible de percevoir comme des développements diaboliques. Stephen Basset a dit que parler d'OVNI est du passé, et que nous devrions parler maintenant d'exopolitique. En théorie, je suis d'accord, mais, en réalité, nous avons un problème parce que la politique officielle des États-Unis maintient que les ovnis n'existent pas. Le voile du secret doit être levé maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Il est paradoxal que les États-Unis aient commencé une guerre dévastatrice prétendument à la recherche d'armes de destruction massive alors que les développements les plus inquiétants dans ce domaine se produisent déjà chez nous. Il est paradoxal que les États-Unis puissent entreprendre des guerres monstrueusement chères en Irak et en Afghanistan, soi-disant pour apporter la démocratie à ces deux pays, alors qu'elle-même ne peut légitimement prétendre à être appelée une démocratie, quand des trillions de dollars sont consacrés à des projets sur lesquels le Congrès et le commandant en chef sont délibérément maintenus à l'écart. Qu'est-ce qui a été accompli en 60 ans d'activité fébrile par certains des esprits les plus instruits des États-Unis? Est-ce que l'Amérique a développé des soucoupes volantes qui sont indiscernables de celles des visiteurs, comme certains le prétendent? Et si oui, que propose-t-il d'en faire? D'une façon encore plus critique, quels progrès ont été accomplis dans le développement des sources d'énergie non polluantes, susceptibles de remplacer les combustibles fossiles et d'éviter ainsi à la planète de devenir impropre à la vie? Qui a les réponses? Quelques-uns, mais apparemment ils n'en ont rien dit ni au secrétaire de la Défense, ni au président, parce que ceux-ci n'ont pas besoin de savoir. Dans un récit rapporté par le Dr Stephen Greer, le président Clinton, alors qu'il était questionné par Sarah McClendon, reporter à la Maison-Blanche, sur les raisons pour lesquelles il n'a rien fait au sujet de la divulgation sur le phénomène OVNI, avait répondu « Sarah, il y a un gouvernement dans le gouvernement et je ne contrôle pas. Excusez-moi, mais est-ce que le commandant en chef, c'est-à-dire la personne qui a le doigt sur le feu nucléaire, n'a pas le droit de savoir ce que font ses subordonnés? Les citoyens des États-Unis, qui ont payé les factures, ont le droit de savoir. Les citoyens du monde exigent de savoir, parce que pour nos descendants, pour eux aussi,
Le danger mortel est là. Il est temps pour le peuple des États-Unis de lancer une nouvelle guerre contre le fléau du mensonge, de la tromperie, de l'obscurité, et que tous s'investissent afin de gagner la victoire de la vérité, de la transparence, et de la lumière. Remercions Paul Ehrlichia pour ses révélations. Nous attendons ardemment que d'autres hommes d'État livrent leurs secrets. Beaucoup de pays comme la Russie, l'Espagne et le Canada ont reconnu l'existence des ovnis, déclassifiant progressivement des dossiers concernant le phénomène. Ce n'est plus un rêve, mais une réalité, que le gouvernement américain détient, tout en la niant. Écoutons Nassim Haramein, scientifique en conférence à la librairie métaphysique de la vallée de Rogue. Nous ne nous intéresserons qu'à une seule de ces nombreuses découvertes, la traduction des crop circles. Pour une meilleure compréhension de ce qui va suivre, nous vous encourageons à écouter la dite conférence, disponible sur le net. Nous parlions de crop circles. Et tous ces crop circles ésotériques qui se produisent. Et si vous n'avez pas la base de tout ce dont nous avons discuté avant, ça n'a pas de sens. C'est comme, oh bof, quelques géométries très jolies dans des champs. Oui, mais avec les conclusions auxquelles nous sommes arrivés, la logique que nous avons suivie, depuis ce matin, alors, subtilement, ces cercles, recèlent une autre signification. Il parle de quelque chose de très très important, fondamental pour la réalité. Imaginez que vous êtes une espèce avancée qui a la capacité de voyager dans l'univers. Et vous découvrez cette planète. Premièrement, vous étudiez la planète avant d'atterrir. Vous pouvez vous connecter aux ondes radio et télé, et vous voyez, à la télévision, une partie de foot, avec toutes ces personnes se bousculant les uns les autres, courant après un morceau de cuir. Et le reste des personnes, des milliers de personnes, buvant, mangeant des hot dogs, faisant la hola. Vous pourriez, au moment de vous retourner pour demander s'il y a un volontaire pour aller au sol, avoir des difficultés pour trouver des volontaires. Je n'ai rien contre le foot, mais avec tous ces gens se tirant dessus, vous penseriez sûrement que c'est une mauvaise idée d'atterrir dès votre arrivée. Nous devons attendre jusqu'à ce que les gens aient une meilleure compréhension du fonctionnement de l'univers et comment fonctionner ensemble. Et comment l'univers fonctionne avec tous les autres points. Ainsi, si vous étiez une de ces espèces qui a découvert une de ces planètes, qui n'a pas compris l'organisation, la complexité et le support que l'univers génère pour que vous soyez ici, probablement que vous essayeriez de leur donner un coup de main avec des dessins dans les cultures, pour éduquer ces gens avant d'atterrir. Car il est très probable que vous ne trouviez aucun volontaire pour aller se faire tirer dessus. Mais ils nous ont seulement parlé de la géométrie du vide. Ils nous ont parlé directement en code binaire. Nous avons été contactés. Il y a 2 étés est apparu ce crop circle. C'est le seul à être apparu dans les principaux journaux du monde. Des amis m'ont appelé de l'Est des États-Unis me disant « Je viens de voir un crop circle au journal de 5 heures ». La raison pour laquelle ce crop circle a été vu dans les journaux du monde entier, est qu'il est apparu en plein milieu d'une tempête. Et au matin, ce cercle était là, dans ce champ. Le plus grand de tous les crop circles, 409 cercles, c'est énorme. Une façon de nous dire que le crop circle n'est pas un canular. Certains crop circles ne sont pas des canulars, le crop circle suivant n'est pas apparu dans les journaux du monde, probablement trop choquant, car il est une réponse à ceci. En 1972, Carl Sagan et d'autres astrophysiciens pensaient que, fini la construction du plus grand radiotélescope de la Terre, Arecibo, nous avions l'opportunité d'envoyer un signal très puissant dans l'univers, qui un jour pourrait atteindre une planète lointaine. Peut-être décoderait-il notre signal et nous répondrait par un signal qui nous atteindrait un jour. Et nous saurions qu'il y a des êtres vivants là-bas, mais cela prendrait des milliers d'années, pour donner l'opportunité aux arrière-petits-enfants de pouvoir parler avec d'autres êtres d'ailleurs. Ils pensaient à une façon d'envoyer un signal qui puisse être facilement décodé par les autres. Ils utilisèrent un code binaire à base de 1 et de 0, comme dans un ordinateur. Et que dit le message? Il explique que nous sommes faits de carbone, ceci est notre table des éléments, ceci est notre ADN, nous avons une petite tête et un grand corps, nous vivons sur la 3e planète de notre Soleil, et ça c'est la 3e planète,
sur laquelle nous vivons. Et la technologie que nous utilisons pour envoyer ceci est le radiotélescope de Arecibo. C'est ainsi qu'ils envoyèrent ce message, en 1972. Il y a 2 étés, devant un radiotélescope, souvent loué par le SETI, pour écouter des réponses, sont apparus 2 crop circles. Le premier était une réponse au signal du radiotélescope de Arecibo. Et l'autre, une belle photo d'identité. Avez-vous entendu parler de ce crop circle? Non. Quand nous avons demandé des explications au SETI, programme de recherche de vie extraterrestre de la NASA, ils ont dit, ce doit être un canular, parce que s'ils voulaient nous parler, ils n'auraient pas fait un crop circle. Le radiotélescope étant juste à côté, pourquoi n'ont-ils pas envoyé un signal radio? Eh bien, ma réponse est ça est, s'ils avaient envoyé un signal radio, vous et moi ne l'aurions jamais su. Peut-être voulait-il parler avec toutes les personnes de la planète, et pas seulement avec quelques agences. C'est ainsi qu'au lieu d'un signal radio, il donne la réponse avec un crop circle, juste en face du radiotélescope. Vous noterez qu'ici, il y a une installation gouvernementale, où il y a des gardes et des caméras infrarouges. Personne n'a rien vu. Je ne pense pas que ce soit Doug et David, qui sont allés dans les champs. Et ensuite, quand vous regardez le visage de près, la trame du blé n'est pas facilement reproductible en pleine nuit, en piétinant. Photo d'identité d'une trame incroyable, qui génère la même image qu'un négatif de photographie. Vous pouvez voir que cet être a de grands yeux, un petit nez et une petite bouche. Et la réponse est: ceci est ce que nous envoyons, et ça c'est ce qu'on a reçu. Ça dit: nous sommes faits de carbone et de silicium, nous avons une structure ADN à 3 brins, nous avons une grande tête et un petit corps, nous vivons sur 3 planètes de notre système solaire, la 3e a 4 lunes. Et ceci est la technologie avec laquelle nous vous envoyons ce message. Ceci n'est pas sujet à l'interprétation, c'est un code binaire. Il nous parle directement. Quand j'ai vu ça, j'étais très excité et j'ai pensé, oh mon Dieu, ils nous donnent une reproduction de leur technologie. C'est juste là, en dessous. La résolution est très pauvre, et donc on ne distingue pas ce que c'est. Eh bien ils ont pensé à ça, ils ont été considérés pour ça. Parce que 1 an avant la réponse au message d'Arecibo, exactement dans le même champ, 1 an avant la date de la réponse, apparut ce crop circle, qui est exactement ce qu'il y a à la base de la réponse, pour s'assurer que nous disposions bien d'une reproduction en haute définition de leur technologie. Ici, c'est le radiotélescope, ici vous pouvez voir la clôture et tout l'équipement de sécurité, et voilà à quoi ça ressemble, des sphères de géométrie fractale tétraédrique, tout ce dont nous avons discuté ce matin. Donc ici, ils nous disent directement, regardez comme les sphères se fractalisent vers des sphères plus petites vers l'extérieur, et vers la singularité à l'intérieur. Cela est tout simplement incroyable, et ce n'est pas le seul au travers duquel il nous a contactés. C'était 1 an avant que se produise la réponse au message d'Arecibo. Maintenant nous passons à l'année suivante, et, au milieu de l'été passé, est apparu un crop circle exactement le même jour, mais une année plus tard, et ce fut un énorme crop circle. Presque aussi grand que 2 terrains de football. De nouveau en face de grandes installations d'antennes de communication où il y a de la sécurité partout. Vous voyez tous ce que c'est une vue latérale de la tête d'un extraterrestre, avec un grand œil, le nez, la bouche. Regardez devant, comme maintenant un CD. Ici c'est son pouce, ici c'est sa main. D'accord, il tient un CD, ils ont pensé, ces gens ont une technologie niveau CD, on va leur engraver un. Ainsi, ils nous engravent un CD et en effet, dans le CD, il y a une ligne de code binaire. Qu'est-ce qui se passe quand on reproduit ce CD? Eh bien, ce code binaire a été décodé, et voilà ce qu'il dit. Se méfier de porteurs de faux cadeaux, et de leurs promesses non tenues. Beaucoup de douleur, mais encore temps. Sans doute un message d'espoir pour toutes les personnes qui ont travaillé en faveur d'une nouvelle manière de faire les choses sur cette planète. Croyez, il y a du bon là-bas. Nous nous opposons à la tromperie. Et à la fin il y a un son de cloche. C'est un code ASCII, donc il y a un son de cloche, c'est typique pour terminer une transmission. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour travailler là-dessus, parce que je vais publier une théorie de champ unifié, qui comprend beaucoup de mathématiques et beaucoup de travail. Et donc je n'ai pas eu le temps de l'étudier, mais je suis convaincu qu'il y a un code sous-jacent ici aussi, parce que ces majuscules font aussi partie de ce code. Ainsi, si on lit les mots en majuscules, on a faux
promesse non tenue, douleur, croyez, bon. OP, tromperie. Je ne sais pas ce qu'est une OP tromperie. Cela pourrait être une autre personne, other people en anglais. Où sont apparus les crop circles? Eh bien, c'est en Angleterre. Les deux premiers étaient juste à côté du radiotélescope. Le troisième était plus loin du radiotélescope, mais, une fois encore, il était à côté d'une énorme antenne relais, ce qui implique une communication. Par conséquent, ici, il nous parle directement. Il s'approche de plus en plus d'un contact. Cet après-midi nous en verrons plus à propos de l'influence que les autres espèces de notre galaxie ont pu avoir sur notre planète, sur les étapes de notre évolution, et quel rapport avec notre physique actuelle, et quel rapport avec la physique que je vous présente aujourd'hui, parce qu'il y a une relation directe, et cela a à voir avec certains monuments que l'on trouve partout sur Terre. Merci à tous d'être venus. Si vous voulez voir l'intégralité de l'extrait vidéo de la conférence de Nassim Haramein, reportez-vous à la conférence de la librairie métaphysique de la Rogue, 2003. Voici des images de la NASA, où l'on voit un objet non identifié en mouvement, qui modifie sa trajectoire à l'arrivée d'un projectile rapide, venant de la Terre. Au sujet des ovnis, il est évident qu'on ne nous dit pas tout. C'est pourtant un phénomène mondial, vu et filmé par des millions d'entre nous. Nous avons envoyé un message dans l'espace, et nous avons eu une réponse. Mais au lieu d'essayer de lire ces réponses, qui apparaissent dans les champs à travers le monde, beaucoup d'entre nous ont tourné ces jolis dessins en gros canulars. Ces messages, en code binaire, s'adressent à nous. De la même façon que, en code binaire, nous avons envoyé un message dans l'espace. Il y a clairement eu une tentative de prise de contact. Peut-être s'effectuera-t-elle quand notre monde sera au bord du gouffre, ou, lorsque, les habitants de la Terre comprendront le fonctionnement de l'univers qui les entoure, et ouvriront leurs esprits au reste de l'immensité spatiale. Continuez à filmer, publier, partager, et croire en ces phénomènes, car nous ne sommes pas seuls, et un jour viendra où le voile sur ces mystères sera levé au monde entier.